Eh bien, bonsoir à tous. Ça me fait très plaisir de passer de l'autre côté. Comme l'a dit Lucille, j'étais présidente avant et du coup, c'était pas du tout de ce côté-là, donc il y avait moins de stress pour la présentation. Mais en tout cas, je suis très contente d'être là et surtout pour inaugurer ce nouveau bar ce soir, du coup, et ce nouveau jour de la semaine parce que maintenant c'est mardi, c'est plus le mercredi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Lucie, je vais vous présenter un peu. C'est pas tant mes travaux. J'ai essayé de faire un truc un peu plus général sur l'accident, sur la rééducation dans l'accident vasculaire cérébral. Donc un peu les techniques innovantes qui sont beaucoup au stade de recherche actuellement. Et avec un focus sur la rééducation du membre supérieur, parce que c'est sur quoi j'ai travaillé pendant 4 ans. Donc voilà, donc un bref, donc ça sera globalement un récapitulatif et aussi des présentations des techniques actuelles. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un AVC? Donc un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral qui est défini comme l'apparition rapide d'un ensemble de symptômes neurologiques qui est en rapport avec un arrêt brutal et focal de la circulation sanguine cérébrale. Il faut savoir qu'il y a différents types d'AVC. On parle d'AVC ischémique dans 80% des cas, et là, c'est dû à une occlusion d'une artère cérébrale. On parle dans 15% des cas d'un AVC hémorragique, où là, on a carrément la rupture d'un vaisseau. Et on parle dans 5% d'hémorragie méningée, c'est dans le cas où la rupture du vaisseau se fait au niveau des méninges. C'est un vaisseau méningé, une artère méningée. Donc voilà, c'est les trois principaux types d'AVC. Il faut savoir que les AVC, c'est la deuxième cause de décès, la première chez les femmes et la troisième chez les hommes. C'est la première cause de dépendance et la deuxième cause de démence. Selon un rapport de l'OMS en 2010, en France, on dénombre plus de 140 000 AVC par an, ce qui fait à peu près un AVC toutes les 4 minutes. Au niveau mondial, on dénombre plus de 17 millions de personnes qui sont victimes d'un premier AVC, ce qui fait un total sur l'année de 2010, un total de 33 millions de personnes qui sont victimes d'un AVC. Donc les conséquences, il faut savoir que les symptômes à la suite d'un AVC sont très divers, et c'est divers parce que la localisation de l'AVC n'est pas forcément la même. Donc elle est fonction de la localisation de la lésion. On peut avoir des altérations sensorielles, c'est-à-dire de la perte de sensibilité, des engourdissements au niveau des mains, des doigts, des pieds. On peut aussi se retrouver avec des altérations visuelles, telles que l'hemianopsie, c'est-à-dire la perte d'une partie du champ visuel, ou de la diplopie, c'est-à-dire la vision en double. On peut avoir des altérations du langage, telles que des aphasies, c'est-à-dire des troubles de l'expression pour retrouver ses mots, par exemple, ou de la dysarthrie, qui est surtout des troubles articulatoires de la parole. On peut retrouver des troubles de la mémoire, des symptômes d'héminégligence, c'est-à-dire le patient ne va plus être conscient de la partie gauche de son corps et de l'environnement. Et aussi, on retrouve des symptômes de dépression. On retrouve aussi des altérations motrices. Les altérations motrices sont les plus nombreuses. Donc on retrouve 70 à 80% des patients qui ont des symptômes moteurs en phase aiguë. Donc il y a différents types de symptômes, notamment des faiblesses musculaires, de l'hémiplégie méparésie, c'est-à-dire un membre ou les deux membres handicapés. Handicapés, oui, du coup, troubles de la motricité, avec des troubles de l'équilibre, de la coordination, et on a aussi des symptômes de spasticité, c'est-à-dire des difficultés à étirer des muscles. Donc la Société française de neurovasculaire a mis en place cette affiche parce qu'il est très important, dès qu'on voit apparaître les premiers symptômes d'AVC, il faut agir très vite et appeler les secours. Donc en gros, si vous ressentez brutalement une faiblesse d'un côté du corps, une paralysie du visage, du bras ou de la jambe, une difficulté à parler, c'est probablement un AVC. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à appeler les secours. Il faut savoir que les symptômes peuvent disparaître rapidement, et dans ce cas-là, on parle d'accident ischémique transitoire, donc dû à la résorption de l'occlusion. Et du coup, en fait, il faut savoir que ce n'est pas des symptômes à négliger parce que les accidents ischémiques transitoires sont des facteurs à risque pour la survenue d'un AVC après. Donc, dans 5% des cas, l'AVC va se produire dans les 48 heures, dans 10% des cas, dans le mois qui suit l'accident ischémique transitoire. Donc, encore une fois, ne pas hésiter.
Donc, concernant la chronologie, donc les différentes phases post-AVC, il y a différentes phases qui ont été définies. Donc, on parle de phase hyper aiguë dans les 24 heures suivant l'AVC. Donc, au cours de cette phase-là, il y a beaucoup de morts cellulaires, il y a l'apparition de l'hématome et son expansion dans le cas de l'hémorragie. Ensuite, dans les 7 jours suivant l'AVC, on parle de phase aiguë. Et au cours de cette phase, le plus tôt est initiée la rééducation, meilleur c'est. Mais par contre, meilleurs sont les résultats. Mais par contre, il ne faut pas que ça commence trop tôt, parce qu'il y a une étude qui a démontré qu'une mobilisation, que de la rééducation trop précoce, du coup, dans les 24 heures, avait des effets néfastes pour les patients. Ensuite, on parle de phase subaiguë, donc phase subaiguë précoce et phase subaiguë tardive, entre 7 jours et les 6 mois. Et ensuite, on parle de phase chronique au bout de 6 mois post-AVC. Donc à la phase chronique, le but de la rééducation, c'est plus d'adapter le régime d'exercice en termes d'intensité, de durée et surtout du type d'exercice. Donc, la récupération post-AVC, la récupération motrice, se fait grâce à des mécanismes qu'on appelle de plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale est définie comme étant la capacité de changer et d'apprendre en réponse à des stimuli internes et externes d'une manière qui dépend de l'expérience. Donc en gros, la plasticité cérébrale, c'est tous ces phénomènes qui se passent au niveau du cerveau, de réorganisation au niveau de la structure et de la fonction du système nerveux. Donc, dans le cas d'un AVC, l'hémisphère, donc le côté du cerveau qui va être touché, on va l'appeler hémisphère ipsilésionnel au niveau de la lésion. L'hémisphère qui est de l'autre côté sera l'hémisphère controlésionnel. Donc les phénomènes de réorganisation qui se passent à la suite d'un AVC, il a été montré que la plasticité cérébrale au niveau ipsilésionnel était plus efficace. Ensuite, du coup, la récupération est définie comme un processus de changement actif par lequel une personne handicapée va acquérir les connaissances et les compétences requises pour assurer des fonctions physiques, psychologiques et sociales optimales. Donc on voit ces phénomènes de plasticité cérébrale qui vont augmenter au cours du délai post-AVC. Donc on va avoir une récupération de la fonction motrice qui va se faire jusqu'à atteindre un certain plateau au cours de la phase chronique. Donc la récupération motrice se fait grâce à des mécanismes spontanés. On parle de récupération spontanée, mais elle peut être aidée par les techniques de rééducation conventionnelles. Donc malgré ça, 80% des patients vont récupérer la marche et seulement 5 à 15% vont récupérer un membre supérieur fonctionnel. Donc, le but, en fait, de toute technique de rééducation et des techniques innovantes, c'est de booster ces mécanismes de plasticité cérébrale pour, du coup, améliorer la récupération de ces patients. Alors, du coup, il y a des traitements de première intention. C'est dans le cas des AVC ischémiques principalement. Donc, les patients, quand ils font un AVC, ils appellent les urgences, ils vont être transférés en urgence aux soins intensifs en unité neurovasculaire. Du coup, après de nombreuses phases de diagnostic pour être sûr que c'est bien un AVC qui se passe majoritairement grâce à des techniques d'imagerie, on va avoir, du coup, si l'AVC est avéré, il y a un traitement qu'on appelle la thrombolyse intraveineuse, c'est un traitement médicamenteux où on va injecter au patient un traitement antithrombolytique qui va permettre de dissoudre le caillot sanguin. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut appeler très rapidement quand on ressent ce type de symptômes, dans les 4h30, sinon c'est plus efficace. Ce type de traitement n'est plus efficace. Et c'est pour ça qu'il n'y a que 10 à 15% des patients qui vont pouvoir bénéficier de cette thrombolyse intraveineuse. Il y a ensuite un autre traitement qui s'appelle la thrombectomie. Et du coup, je vois qu'il y a une erreur, mais est-ce que ça s'est lancé? Oui. Alors du coup, la thrombectomie, c'est une intervention chirurgicale qui peut se passer dans les 6 heures qui suivent l'AVC. Donc en fait, le chirurgien va introduire un cathéter au niveau fémoral et du coup, ça va permettre d'aspirer le thrombus, le caillou qui s'est formé au niveau de l'artère. Ou du coup, il y a aussi la thrombectomie mécanique où on va introduire un stent qui va
on va dire que le caillou va s'enrouler, on va pouvoir aussi aspirer le thrombus. Donc ça, c'est les traitements vraiment de première intention qui sont assez efficaces puisqu'ils améliorent la récupération des patients. Mais étant donné que ces traitements doivent être faits dans un délai très court post-AVC, il n'y a pas beaucoup de patients qui en bénéficient. Du coup, à la suite de ça, les patients sont transférés dans des services qu'on appelle des services de suite et de réadaptation ou des services de médecine physique et réadaptation. Donc, dans ces services-là, en général, il y a des équipes multidisciplinaires. Donc, c'est 2 ou plusieurs disciplines en collaboration avec des professionnels de santé qui vont fournir des interventions coordonnées pour la rééducation de ces patients. Du coup, en général, on retrouve donc au cours des soins, du coup, c'est un programme de rééducation standardisé. Il y a un nombre d'heures par jour pour les patients en fonction de leur déficit. Du coup, ce programme standardisé de rééducation repose sur des principes standardisés de précocité. Comme je vous disais tout à l'heure, plus tôt est commencé la rééducation, mieux c'est, mais pas trop tôt quand même, et surtout pas de manière très intensive dans les 24 heures. Il repose aussi sur le principe de répétition et intensité au fur et à mesure. Donc, on va répéter les exercices de plus en plus pour que le patient réapprenne à faire des mouvements. Et les exercices vont être de plus en plus intenses. Et le principe de continuité où il faut que, du coup, la rééducation se fasse de façon continue. Du coup, il y a une continuité des soins entre l'unité neurovasculaire, le service de médecine physique et réadaptation et ensuite le retour à domicile. Du coup, au sein des services MPR, du coup, on a, comme je vous ai dit, une équipe multidisciplinaire, des kinésithérapeutes qui vont faire des exercices, surtout de la mobilisation passive, donc qui vont faire aux patients des mouvements, et aussi des exercices de renforcement musculaire. On a aussi des ergothérapeutes qui vont plus travailler sur le côté un peu plus fin des mouvements, travailler sur des mouvements de préhension, travailler sur les symptômes d'héminégligence avec des techniques un peu plus spécifiques et aussi réapprendre aux patients à s'adapter au retour et à se préparer à son retour à domicile. Du coup, à manipuler des fourchettes, réapprendre à couper la viande, etc. etc. C'est un peu plus fin. On a également des orthophonistes qui vont travailler les problèmes de langage et les problèmes de déglutition. Et on a des psychologues, des aides-soignants, des assistantes sociales et médecins. Donc en gros, toutes ces personnes au sein du service vont collaborer. Il y a aussi des réunions qui se font au quotidien, par semaine en fonction du patient, pour que la rééducation soit optimale pour ces patients-là. Du coup, ça, c'est un peu la rééducation, un peu le programme, comme je vous disais, standardisé. De plus en plus, grâce au progrès des neurosciences surtout, ça nous a permis de mieux comprendre les plasticités, les mécanismes de plasticité qui sont à l'origine de la récupération. Et du coup, ça nous permet un peu d'adapter le régime et les outils de rééducation. Du coup, il y a de plus en plus de technologies innovantes qui sont basées sur ces principes d'intensité et de répétition. Et c'est une rééducation qui est orientée vers la tâche. Dans la rééducation, du coup, il y a 2 types d'approches. Il y a l'approche qu'on appelle bottom-up. On va agir sur les parties affectées, donc les membres qui sont paralysés, pour influencer le fonctionnement cérébral. Et on a aussi l'approche top-down, où là, on va stimuler le fonctionnement cérébral pour influencer les parties du corps affectées. Donc là, à la suite de ça, je vais vous présenter plusieurs techniques donc, qui sont plus ou moins nouvelles, qui sont plus ou moins d'actualité, mais c'est un peu ce que j'appelle, ce que la communauté scientifique appelle des techniques un peu innovantes. Donc ça sort de cette rééducation standardisée qui se fait en service MPR. Donc, il y a des techniques de réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, c'est tout ce qui est du coup proposé par des outils par des jeux, je sais pas, des consoles qu'on connaît, telles que la Wii, la Kinect, où en gros le patient est immergé dans un environnement virtuel et où il y a un nombre important d'interactions qu'on appelle des interactions homme-machine. Les scénarios sont complexes dans ce type d'environnement, ce qui permet des stimulations multimodales en temps réel pendant que le patient est en train d'interagir avec l'environnement virtuel. Du coup, il y a une stimulation de nombreux canaux sensoriels à travers des écrans, des casques, des gants, etc.
Donc là, je vais vous présenter une étude qui a en fait testé les effets d'un système de réalité virtuelle basé sur un dispositif haptique. Haptique, c'est-à-dire qu'en gros, il permet aux utilisateurs de manipuler des objets dans un environnement virtuel. Donc le patient avait à introduire ses 2 doigts dans ce dispositif-là pour manipuler la boîte que vous voyez au-dessus. Donc il avait à la déplacer soit de haut en bas ou de droite à gauche. Donc 16 patients ont été inclus dans ce protocole et du coup il permettait d'entraîner des mouvements de pince parce que le patient était censé du coup faire des mouvements comme ça pour bouger ses doigts pour du coup déplacer la boîte, et l'entraînement durait 30 minutes du coup par jour, 3 fois par semaine sur une durée totale de 8 semaines. Donc dans cette étude, ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'en gros cet entraînement, du coup qui est quand même assez long parce qu'il est sur 8 semaines, il permettait de diminuer les déficits du membre supérieur, on le voit là, d'augmenter la dextérité de ces patients et de la force de pince. Du coup, en gros, on a mis en évidence, grâce à cette étude, parmi plein d'autres, mais du coup que ce type de protocole aidait à la récupération de la motricité fine des patients et que surtout, elle était efficace aussi à la phase chronique. Donc en gros, quand on considérait avant qu'à la phase chronique, il n'y avait plus trop d'amélioration, eh bien, on voit maintenant que grâce à ces techniques innovantes, en fait, les patients peuvent encore s'améliorer, même longtemps après un AVC. Donc voilà pour la réalité virtuelle. Il existe du coup d'autres thérapies. Là, je vous parle de la thérapie miroir. La thérapie miroir, en fait, le patient du coup est assis. Il a un miroir qui est placé au niveau sagittal, donc au niveau du milieu de son corps. Donc au début, c'est une technique qui a été inventée, mise en place par le neurologue Ramachandra, qui était surtout pour rééduquer les patients qui étaient amputés, donc pour traiter les douleurs fantômes. Du coup, en fait, le fait de poser son bras, du coup, là, le membre affecté du patient est là, ça c'est sa main saine. Du coup, le patient va bouger sa main saine et va voir son reflet dans le miroir. Donc, il aura cette illusion visuelle. Le cerveau du patient aura l'illusion visuelle que le membre est toujours présent et il aura l'impression d'observer sa main affectée en train de bouger. Du coup, en gros, c'est tromper un peu son cerveau. Du coup, on a remarqué que cette technique permettait d'augmenter la conscience du membre affecté et ces nombreux feedbacks, donc retours, que ce soit visuel et sensitif, permettaient d'activer certaines régions cérébrales qui permettaient d'améliorer la réorganisation cérébrale. Donc pareil, là je vous montre une étude qui a été réalisée en 2015 qui montre les effets de la thérapie miroir sur la fonction du membre sup et sur les activités de la vie quotidienne de ces patients. Donc il y a eu des patients qui ont été inclus. Le protocole du coup durait 30 minutes où il faisait faire aux patients des mouvements de pronosupination, donc de bouger l'avant-bras dans ce sens, et aussi des mouvements d'extension. Du coup, ils ont remarqué qu'un entraînement de 30 minutes par jour, 5 fois par semaine pendant 4 semaines, permettait d'augmenter la fonction motrice et la dextérité de ces patients et permettait aussi d'augmenter la capacité de ces patients à accomplir des activités de la vie quotidienne et notamment d'améliorer tout ce qui était prendre soin d'eux-mêmes. Donc voilà, donc ça c'était pour la thérapie miroir. Une autre thérapie qui est basée sur des mécanismes comme ça, qu'on appelle des mécanismes miroirs, c'est la thérapie par action-observation. En fait, il a été montré que l'observation d'une action réalisée par d'autres personnes activait chez des personnes qui observent des structures cérébrales similaires à celles activées lorsque nous-mêmes on fait le mouvement. Donc, c'est une approche thérapeutique qui repose sur des mécanismes miroirs. C'est très pertinent surtout chez des patients qui sont encore incapables de bouger. Donc aux phases très précoces de l'AVC, les mouvements sont très limités. Du coup, ce type de thérapie est très pertinente. Du coup, là, c'est une étude qui a été réalisée où une thérapie basée sur de l'action-observation a été définie. Donc le patient regardait des vidéos d'une personne qui faisait des mouvements. Je ne me rappelle plus exactement quel type de mouvement c'était, mais c'était du membre supérieur. Et en gros, ils ont remarqué
qu'à la suite de 4 semaines d'une thérapie basée sur de l'action-observation permettait une facilitation des apprentissages, une augmentation des performances motrices chez ces patients et surtout que ces améliorations étaient durables dans le temps jusqu'à 8 semaines après la fin de la thérapie. Donc ces améliorations au niveau moteur étaient associées à l'augmentation de l'activité de régions motrices, notamment des régions prémotrices. Bon, je ne peux pas le faire, mais vous voyez... Ah non, attendez, est-ce que je peux faire ça? Non, je ne peux pas faire ça. Ok, de régions motrices au niveau cérébral. Donc encore une fois, ça stimulait tous ces processus de plasticité cérébrale au niveau moteur. Il a été montré aussi que des thérapies par action-observation permettaient aussi de limiter les effets de l'immobilisation, parce que des fois, les patients sont immobilisés parce qu'ils ont des douleurs au niveau de l'épaule, au niveau de l'épaule affectée, du membre affecté. Et du coup, on leur met comme ça des... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais en gros, quelque chose pour les... Pardon ? Voilà. Et du coup, en fait, on va immobiliser le membre pour éviter ces douleurs-là. Et du coup, ce qui est en soi pas super par rapport à la récupération, parce que du coup, ça va limiter la récupération de la motricité. Un membre qui ne bouge pas, c'est pas top. Et du coup, en fait, pour limiter ça, ils ont vu que la thérapie par action-observation permet de limiter la dépression qui est observée. Là, en fait, ce que vous voyez là, c'est en gros l'activité au niveau de région motrice. Donc là, c'est avant. Quand on immobilise le bras, l'activité au niveau de région motrice va diminuer. Donc là, on met le patient avant la thérapie, donc l'activité, elle est comme ça. Après immobilisation, étant donné qu'il a suivi la thérapie, la dépression ne se fait pas. Donc il y a toujours une activité similaire. Donc elle va limiter la dépression qui peut être induite par l'immobilisation. Donc en gros, ça, c'est les effets qu'on peut voir par l'action-observation. Il a été aussi montré qu'on pouvait, par rapport aux techniques de réalité virtuelle, lorsqu'on observe en fait une main réelle en train de bouger, et lorsqu'on observe une main virtuelle, en fait, ça activait chez nous des régions cérébrales qui étaient très similaires. Et du coup, tout l'intérêt de monter des protocoles comme ça, où quand on voit en fait une main bouger, même si c'est dans un environnement virtuel, ça stimule le cerveau de la même façon. Donc c'est tout l'intérêt de ces techniques-là, quand on ne peut pas réellement bouger. Autre technique aussi assez innovante, c'est l'imagerie motrice. Assez innovante, oui et non, parce que c'est une technique qui existe depuis longtemps. Au début, elle était surtout utilisée par les athlètes de haut niveau. Qui en fait, donc l'imagerie motrice, c'est quoi? C'est la simulation mentale du mouvement sans l'exécution réelle et concomitante de ce dernier. Donc en fait, on va s'imaginer en train de faire des mouvements, mais sans le réaliser vraiment. Et ça active chez nous des régions similaires à lorsqu'on active le mouvement. Chez nous, donc sujet entre guillemets sain, et chez le patient cérébro-lésé, c'est la même chose. Donc en fait, là en haut, vous voyez un sujet qui est en train d'effectuer des mouvements avec sa main affectée, donc ça active un certain nombre de régions motrices. Et bien quand il imagine le mouvement avec cette même main, et bien ça active des régions qui sont similaires. Donc là, c'était un mouvement d'opposition du pouce avec les autres doigts. Donc le fait que ça soit un pattern d'activation cérébrale similaire entre le fait de faire un mouvement réel et le fait de l'imaginer, ça démontre aussi l'intérêt de cette technique. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une technique qui a été beaucoup utilisée et qui continue d'être utilisée par les athlètes parce que du coup, ça augmente leur performance motrice. Les coachs, ils sont là à motiver leurs athlètes en leur disant « oui, imagine-toi courir le 100 mètres à telle vitesse ou à jeter la boule aussi loin que possible. » Et en fait, le fait de l'imaginer, de le faire, ça a augmenté leur performance. Et du coup, l'intérêt dans la rééducation de patients post-AVC, et notamment, et pas que, parce que du coup, tout patient avec des déficits moteurs, c'est révélé. Donc un entraînement basé sur de l'imagerie motrice, c'est maintenant une méthode de rééducation qui est basée sur la répétition du contenu de l'imagerie motrice dans le but d'augmenter ses performances. Du coup, par rapport à la fréquence et la durée, donc la fréquence, ça peut être plusieurs fois, s'imaginer plusieurs fois par jour ou par semaine, des entraînements plus ou moins courts, et sur de durée allant pour l'instant de 2 à 6 semaines.
il n'y a pas de consensus actuellement sur la fréquence la mieux adaptée, la durée la mieux adaptée pour ce type de thérapie. Donc là, je vous montre juste pareil, c'est une représentation. En gros, au niveau de notre cerveau, chaque muscle, chaque membre a une représentation qu'on appelle corticale. Donc là, c'est pour le muscle, c'est pour un muscle abducteur du doigt, donc le muscle qui nous permet de faire ce mouvement-là. Et du coup, il y a une représentation au niveau du cerveau. Chez un patient AVC, il va avoir une certaine différence entre les deux hémisphères, étant donné qu'on a un membre affecté et un membre non affecté après un AVC. Les deux hémisphères ne sont pas égaux en termes de représentation corticale. Donc là, c'est au repos avant tout entraînement par imagerie motrice, où là, on voit que la représentation au niveau de l'hémisphère sain du muscle est beaucoup plus importante que celle au niveau de l'hémisphère affecté. Après un entraînement par imagerie motrice, on voit qu'il y a une facilitation corticale, c'est-à-dire une augmentation de la représentation du muscle en question, donc, et qui va corriger aussi cette asymétrie qui était existante entre l'hémisphère affecté et l'hémisphère non affecté. Ensuite, donc, ça, c'est les résultats d'une autre étude qui montre qu'un entraînement par imagerie motrice, du coup, permettait donc un entraînement par imagerie motrice associé à un entraînement physique, améliorer les performances de façon plus importante qu'un entraînement physique seul. Admettons, on demande aux patients de faire des mouvements, donc un entraînement, admettons, sur 30 minutes, ça va avoir des bénéfices sur ses performances motrices. Quand on associe l'entraînement physique, donc le fait de faire ces exercices pendant 30 minutes, au fait de l'imaginer aussi en même temps, ça va augmenter encore plus les effets sur les performances motrices. Donc l'imagerie motrice, c'est très intéressant dans la rééducation, dans le sens où aussi elle est adaptée à tout type de patients, quel que soit leur déficit, même des patients qui ne sont pas capables vraiment de bouger leurs mains, leurs bras, leurs jambes, quel que soit, ils peuvent finalement être assis tranquillement et en train de s'imaginer des mouvements qu'ils ne peuvent pas faire. Et du coup, ça lance au niveau du cerveau toute une réorganisation corticale qui va permettre la récupération de certains mouvements. Et c'est aussi peu coûteux, pas du tout coûteux. Donc en termes de fatigue, c'est la même pour des patients qui ont une lésion cérébrale. En termes de fatigue, c'est plus ou moins la même chose. Les patients qui vont faire de l'imagerie motrice pendant 30 minutes, à la fin, ils sont tout aussi fatigués que s'ils avaient fait un entraînement physique. Mais dans le sens coûteux, c'est un moyen vraiment qui peut être appliqué à tous et partout aussi. Ensuite, des techniques un peu plus technologiques, on va dire, c'est des outils robotiques et les exosquelettes. Donc, ces outils-là sont des dispositifs interactifs qui permettent la mobilisation d'un membre affecté à des fins de rééducation. Donc, on a deux types d'outils robotiques. Donc, on a des manipulateurs ou des indéfecteurs où on a finalement un seul point de contact du patient avec l'environnement. Là, on voit le sujet qui tient juste, je ne sais pas comment on appelle ça, mais le indéfector, on appelle ça en anglais. Et du coup, il tient qui permet son interaction avec l'écran, avec la souris sur l'écran. Alors que les exosquelettes, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu des outils articulés. C'est des bras articulés qui vont contrôler la force des mouvements et qui vont contrôler la force des mouvements et des différentes articulations. Donc, ces deux types-là, du coup, qui vont permettre aux patients de réaliser des mouvements dans soit un espace 2D pour les manipulateurs ou dans des espaces 3D pour les exosquelettes. Ça va aussi permettre du coup des interactions avec un environnement virtuel qui en général du coup le PC va fournir cette interface-là. Et du coup l'environnement virtuel va permettre des feedbacks visuels et auditifs qui vont aider justement à augmenter les performances du patient. Du coup, ces outils-là sont beaucoup basés sur les principes de répétition et d'intensité parce que le patient est installé sur ce type d'outil-là. Et du coup, il y a des tâches vraiment pour l'exosquelette. Du coup, moi, je connais beaucoup celui de droite, l'exosquelette l'Arméospring. Du coup, en fait, le patient est assis donc avec son bras affecté au niveau de l'exosquelette et en fait, il joue à des jeux du coup fournis par le logiciel de l'exosquelette.
Donc en fait, c'est des jeux un peu, en gros, de la vie quotidienne. Donc ça va être aller attraper des fruits, les mettre dans un bac, nettoyer des assiettes, donc faire des mouvements qu'ils pourraient en fait réaliser dans la vie quotidienne. Donc il y a beaucoup d'exercices fonctionnels. Donc l'arméo spring, c'est un exosquelette qui est non motorisé, qui est électromécanique articulé. C'est un système passif parce que du coup, c'est le patient qui va faire le mouvement, qui va initier les mouvements. Et ça va permettre, et il permet aussi différents degrés de support en fonction du déficit des patients. Du coup, il a été montré que ce type de thérapie est basé sur de l'arméo spring, donc 36 heures d'entraînement, donc sur plusieurs semaines, avait du coup un entraînement comme ça, était efficace dans la rééducation du membre supérieur à la phase chronique et il permettait l'amélioration de la fonction motrice de ces patients, mais aussi l'amélioration de ses capacités à réaliser des activités de la vie quotidienne. Là, je vous montre les résultats d'une autre étude où il montrait qu'en fait, ces résultats sur la fonction et sur l'indépendance de ces patients étaient aussi corrélés à une amélioration en fait, des processus de plasticité cérébrale, donc avec une augmentation de ce qu'on appelle l'excitabilité corticale, donc en gros de l'activité au niveau cérébral. Donc globalement, concernant ces outils robotiques et ces exosquelettes, il y a une méta-analyse, une revue donc, qui regroupe plusieurs études pour faire un peu une synthèse de ces outils, qui dit « L'entraînement électromécanique et robotisé du bras a permis d'améliorer les activités de la vie quotidienne des personnes après un AVC, ainsi que la fonction et la force musculaire du bras atteint. » Donc en gros, étant donné qu'il y a très peu d'événements, qu'il n'y a pas d'événements indésirables, qu'il n'y a pas de douleur, c'est des outils qui peuvent être utilisés comme des outils de réadaptation. Donc, mais nous ne savons toujours pas quand et à quelle fréquence ils devraient être utilisés. Donc c'est un peu le problème avec toutes ces techniques qui sont récentes, c'est que du coup on sait qu'elles peuvent potentiellement marcher, qu'elles ont des bénéfices, qu'elles sont prometteuses, mais du coup on ne sait pas exactement quel est le régime approprié. Donc l'idée, ça serait un peu de plus en plus d'intégrer ce genre d'outils à un programme global de rééducation. Ce n'est pas d'arrêter tout ce qui est kiné, ergothérapeute, etc. C'est juste en gros d'intégrer ces outils dans leur parcours de soins. Du coup, l'importance de l'équipe de rééducation, surtout parce que le patient il est installé sur l'exosquelette, etc. Mais il ne peut pas faire tout seul. Du coup, en gros, il faut s'assurer de la bonne installation, que le patient a compris les consignes de l'exercice et surtout qu'il ne fait pas des mouvements qui pourraient lui faire mal ou qui pourraient à terme lui faire apprendre des mouvements qui ne sont pas appropriés ou qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas dans le répertoire normal. Donc ces outils robotiques et exosquelettes permettent une rééducation qui est ciblée parce que du coup on va entraîner un certain type de mouvement en fonction de l'exercice. Ça permet une rééducation répétée parce que c'est des exercices qui sont interactifs, du coup il y a toute une idée de motivation aussi, du coup ça motive les patients et ils peuvent répéter les exercices à l'infini. C'est une rééducation qui peut être du coup intensive et surtout quantifiable en temps réel. Pourquoi? Parce que du coup en fait ces outils nous mettent à disposition des exercices un peu plus simples. Là en fait c'est juste le patient doit bouger la souris pour aller chercher la boule de billard qui va apparaître à différents coins ou aller chercher la petite coccinelle aussi qui va se déplacer dans l'écran. Donc c'est des mouvements assez simples, c'est des exercices d'évaluation et du coup en fait ça va nous permettre d'évaluer l'outil, l'exosquelette va enregistrer, le logiciel va enregistrer en temps réel différents paramètres cinématiques qui vont nous renseigner sur les paramètres, sur les performances du patient. Du coup, en gros, on peut avoir un certain profil d'évolution au cours de la récupération de ces patients-là grâce à ces paramètres cinématiques où les patients vont avoir des mouvements de plus en plus rapides, des mouvements de plus en plus stables. Là, on voit la déviation avec moins d'oscillations aussi. Et du coup, la force sera moins dirigée. Là, on voit le patient avant l'entraînement. Du coup, en gros, sa force, c'est une représentation assez particulière, mais du coup, ses forces, ses points de force sont un peu dispersés et petit à petit, ils arrivent à mieux diriger leurs forces de façon à arriver à un profil de sujet sans lésion. Donc un sujet C. Donc encore une fois, ces outils sont efficaces, sont intéressants parce qu'en plus d'aspect d'efficacité sur la performance motrice, il y a tout cet aspect nouveau, motivationnel
et aussi interactifs et qui permettent aussi de voir que le patient est intéressé par ce qu'il fait et ce n'est plus des mouvements qui pour lui n'ont aucun sens, c'est des mouvements qu'il va faire dans la vie quotidienne. Donc voilà pour ces outils. Il y a aussi d'autres techniques qu'on appelle des techniques de stimulation cérébrale non invasive. Donc c'est des techniques de neuromodulation. On a deux grands vraiment types de techniques de stimulation cérébrale. On a des techniques de stimulation cérébrale qui vont utiliser un champ magnétique. Donc c'est le cas ici de la RTMS. La RTMS, c'est stimulation magnétique cérébrale transcrânienne. Donc en gros, le champ magnétique va être là au niveau de la bobine que vous voyez ici. C'est le cas aussi de la stimulation associative pairée ou la PASS ou la stimulation Theta Burst. Donc en gros, c'est des outils qui ont utilisé un champ magnétique pour aller stimuler des zones cérébrales. On a aussi d'autres techniques de stimulation cérébrale non invasive qui vont cette fois-ci utiliser un champ électrique galvanique telle que la stimulation transcrânienne à courant continu. Donc c'est comme ça, c'est avec des électrodes. Donc je vais y passer un peu plus de temps. Donc pour la TDCS, donc c'est la stimulation transcrânienne à courant continu. Donc on va appliquer un courant électrique de faible intensité entre deux électrodes. On a une électrode active qui va être placée en regard de la zone à stimuler, donc en général la zone qui a subi une lésion. Et on va avoir une électrode de référence. Du coup, le but, c'est d'appliquer un courant électrique entre ces deux électrodes. Du coup, cette technique a des effets modulateurs. Donc, ça va permettre de mettre de la mise en place de phénomènes de plasticité cérébrale, type potentialisation à long terme. Donc, en gros, ça, c'est des termes un peu plus compliqués pour dire phénomène de plasticité cérébrale. Et du coup, l'effet neuromodulateurs de cette technique dépend de l'électrode utilisée. Si l'électrode, c'est une anode, on va avoir des effets facilitateurs, c'est-à-dire on va augmenter l'excitabilité corticale, on va activer en fait la zone qui va être stimulée. Si on utilise une cathode dans le cas de la TDCS, on va avoir des effets de dépression, on va diminuer l'excitabilité corticale. Donc là, c'est une étude qui a justement testé en session unique chez un patient, donc c'est une étude de cas, de stimuler le cortex moteur ipsilésionnel. Ipsilésionnel, vous vous rappelez, c'est la zone qui a été touchée par la lésion, donc c'est la zone au niveau de l'hémisphère lésé. Donc cette étude a testé donc, chez un patient unique l'effet de cette TDCS, et ce qu'ils ont remarqué, c'est une augmentation du coup, donc TDCS anodale, donc l'utilisation d'une anode comme électrode. Du coup, ils ont montré que cette TDCS anodale était responsable d'une augmentation de l'excitabilité corticale, une augmentation de l'activité au niveau de ce cortex lésé, une diminution des phénomènes d'inhibition qui sont au niveau de ce cortex et une augmentation des performances motrices. Là, on voit justement la diminution du temps à réaliser un mouvement, donc l'augmentation de ces performances motrices après une session unique. Une autre étude a montré que l'efficacité de la TDCS était plus importante si elle était associée à une thérapie robotisée. Donc, comme je vous l'ai montré avant, donc ça, c'est un robot de type manipulateur où le patient a un seul point de contact et il doit contrôler du coup un petit objet qui va aller passer par différents endroits du coup. Et une thérapie du coup basée sur donc, qui va associer la TDCS. On voit bien là qu'il a les électrodes sur la tête. Donc, ça, c'est tout le dispositif. Donc, un entraînement associant la TDCS à un outil, à une rééducation robotisée, permettait d'augmenter la dextérité de ces patients et la régularité de leurs mouvements. Donc, voilà, c'est toute l'importance aussi de, du coup, associer des techniques des fois qui, de base, sont efficaces, mais pas trop. Et en les associant à d'autres techniques, on se retrouve avec un bénéfice accru. Donc ça, c'était pour la TDCS. Pour la stimulation magnétique transcrânienne, ou TMS, cette TMS, elle repose sur le principe d'induction électromagnétique. Au niveau de cette bobine-là, que vous voyez en noir en haut, en fait, la variation rapide d'un champ magnétique au niveau d'une bobine va créer un courant électrique qui va aller dans les tissus et qui va activer les neurones. Donc en gros, au bout, donc du coup, on va stimuler, admettons, le cortex droit, là où il y a la lésion.
Donc le signal va passer, on va pouvoir mesurer une réponse au niveau contralatéral, parce que vous savez que notre cerveau droit va s'occuper de la partie gauche de notre corps et inversement. Donc là, admettons si avec la TMS, on va stimuler l'hémisphère droit, on va pouvoir enregistrer une réponse au niveau musculaire périphérique. Donc c'est ce qu'on appelle le potentiel évoqué moteur. C'est un signal, hein, c'est un signal musculaire. Donc c'est pour ça que la TMS est aussi utilisée pour mesurer l'excitabilité corticale, donc le niveau d'activité corticale et aussi de cartographier le cerveau. Donc ça, c'est quand on envoie un pulse et qu'on va mesurer une réponse. Lorsque la TMS est appliquée de façon répétée, la TMS, ou du coup dans ce cas-là appelée la RTMS, la TMS répétée, peut être utilisée comme outil de neuromodulation qui, en fonction de la fréquence des stimulations, va être soit facilitatrice, donc à haute fréquence, donc à 5 Hz, elle va être facilitatrice, elle va booster les phénomènes de plasticité, alors qu'elle peut être inhibitrice si la fréquence est autour de 1 Hz. Donc le but de la RTMS, en fait, c'est ça. En fait, je vous ai montré tout à l'heure qu'à la suite d'un AVC, on avait un déséquilibre, une asymétrie qui se crée entre les deux parties de notre cerveau. L'hémisphère où il y a la lésion et l'hémisphère sain. Donc le but, en fait, c'est d'essayer de rétablir à terme cette balance interhémisphérique, de rétablir l'asymétrie. Donc en gros, avec ces techniques, c'est soit on va aller booster l'hémisphère lésé, soit on va inhiber l'hémisphère non affecté. Et dans ce cas-là, on va avoir cet effet de réduire l'asymétrie qui existe entre les deux hémisphères. Donc, du coup, je vous montre les deux cas. Donc, dans cette étude-là, le but était de justement inhiber le cortex moteur primaire contre-lésionné. Contre-lésionné, c'est-à-dire de l'autre côté de la lésion. Admettons, si j'ai une lésion à droite, mon hémisphère contre-lésionnel, c'est celui gauche. Donc, on va essayer d'aller l'inhiber avec la RTMS. Ce qu'ils ont montré, c'est une augmentation à la suite de ces RTMS des performances motrices de la main affectée de ces patients et une diminution de l'hyperactivité contre-lésionnelle. Donc là, avant, du coup, il y a cette activité, du coup, le contre-lésionnel, il va être très actif, il va beaucoup inhiber l'autre. Et du coup, à la suite de cette RTMS inhibitrice, on voit une diminution de l'activation au niveau contre-lésionnel. Si on fait le contraire, du coup, si on va exciter le cortex moteur ipsilésionnel, donc si on va inhiber la zone qui a été lésée, dans l'hémisphère lésé. Pareil, on va augmenter les performances motrices de ces patients. On va diminuer bizarrement aussi l'hyperactivité contre-lésionnelle. Pourquoi? Parce qu'en stimulant le cortex là où il y a la lésion, il va être tellement excité qu'il va se mettre à plus inhiber celui-là. Et du coup, on aura une diminution de l'hyperactivité contre-lésionnelle qui est bénéfique. Et ils ont découvert aussi que l'activité au niveau du cortex moteur basal corrélait avec l'amélioration observée. Voilà pour cette technique de RTMS qui, du coup, peut avoir des effets en fonction de la fréquence de stimulation. Une autre technique qui utilise, du coup, le champ magnétique, c'est la paired associative stimulation, la stimulation associative pairée. Donc, en gros, cette technique utilise la TMS. Donc, en fait, on va avoir une stimulation électrique périphérique au niveau du muscle qu'on veut stimuler. Donc, on va le stimuler électriquement. Et 25 millisecondes plus tard, on va stimuler par TMS le cortex affecté, donc au niveau de la représentation corticale du muscle. Donc ça repose sur un modèle de conditionnement associatif et des mécanismes de plasticité cérébrale. On a montré que du coup cette technique de passe était responsable d'une modification de l'excitabilité du cerveau avec une facilitation, donc un effet bénéfique qui était durable, qui était réversible et surtout qui était topographiquement spécifique du muscle qui est stimulé. Donc en gros, si on stimule, donc en gros, on part sur le muscle extenseur du poignet. Donc on va stimuler électriquement le poignet, on va stimuler magnétiquement la zone corticale qui est responsable du poignet. En fait, la facilitation, l'effet bénéfique qu'on va voir, elle va être spécifique de ce muscle-là et de cette représentation corticale-là. Donc ces effets-là ont été démontrés chez des sujets sains, mais aussi chez des patients qui ont subi un AVC. Donc, quand on a retrouvé ça, on s'est dit, OK, donc une session toute seule, elle a des effets bénéfiques. Eh bien, on va essayer de mettre en place
des sessions répétées sur une semaine. Donc on a mis un protocole du coup sur 5 jours, donc un essai randomisé, donc où il y avait 2 groupes. Et du coup, on testait ce type de stimulation, donc la PAS, répétée sur 5 jours chez des patients AVC. Et du coup, on n'a pas retrouvé d'effet sur l'excitabilité corticale et pas d'effet sur les performances motrices de ces patients. Donc, appliquer en session unique, ça a un effet qui est bénéfique. Appliquer en session répétée sur 5 jours, ça n'a plus trop d'effet. Donc, on s'est posé la question du pourquoi et on a fait beaucoup de bibliographie. Et en fait, on retrouve que cette technique en particulier est variable. Ces effets sont vraiment variables. Ça dépend de la localisation de l'AVC. Pardon. Ça dépend de la localisation de l'AVC. Ça dépend du stade post-AVC, du moment de la journée où la PAS est appliquée. Il y a beaucoup de facteurs, de l'état du cerveau au moment où la stimulation est appliquée. Il y a plein de facteurs qui vont avoir un effet sur les effets de cette technique. Du coup, malgré ça, même si on n'a pas retrouvé d'effet sur l'ensemble du coup de la population, on a vu, donc ça, du coup, ça, c'est les réponses en fonction. Donc, chaque point représente un patient. Donc, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'il y avait certains patients quand même qui répondaient fortement à cette technique-là de façon répétée. Et c'est des patients qui avaient de base un niveau, on va dire, d'activité qui était faible, un niveau d'excitabilité corticospinale qui était faible, et qu'on stimulait à de fortes intensités. Et cela avait des réponses qui arrivaient à plus de 800% par rapport à l'état basal. Donc, étant donné que cette technique est très variable, que ses effets sont très variables, que ça dépend de plein de facteurs, on s'est dit on va essayer de diminuer la variabilité des effets de cette technique en l'associant à une autre technique de rééducation, à une autre technique innovante. Du coup, on a mis en place un protocole qui associait justement la technique du PAS à des exercices d'imagerie motrice. Donc, dans ce protocole, en fait, on testait, on comparait les effets de 3 sessions. La PAS associée à des exercices d'imagerie motrice, la PAS seule et l'imagerie motrice seule, on va dire, globalement. Donc voilà, le patient a été installé. Donc il y avait des électrodes de stimulation électrique ici. On avait la bobine de TMS. Et du coup, on a essayé d'aller stimuler la zone qui s'occupe de l'extenseur du poignet. Donc en fait, le patient recevait une stimulation et entre chaque paire de stimulations, il devait s'imaginer en train d'étendre son poignet, de faire des mouvements d'extension. Du coup, cette répétition des deux types de techniques se faisait sur une durée de 15 minutes. Donc il y a eu 24 patients qui ont été inclus et on a gardé cette notion de population hétérogène. On ne voulait pas vraiment cibler un type de patient post-AVC, on voulait garder une population hétérogène en termes de localisation, de délai post-AVC et en termes de déficit. Du coup, ce qu'on a montré là, c'est qu'en fait, seul l'entraînement imagerie seul permettait une augmentation de l'excitabilité corticale. Par contre, quand on regardait les performances motrices de ces patients, en fait, on mesurait le degré d'extension de leur poignet affecté. On a vu que les 3 sessions, que ce soit PAS plus, imagerie motrice, PAS seule ou imagerie motrice seule, les 3 permettaient une augmentation des performances motrices de ces patients. Et que du coup, la PAS finalement avait un effet qu'on pouvait voir et que c'était un effet qui augmentait à 15 minutes, rebaissait un peu à 30... pardon, je suis là, oui. Qui augmentait progressivement, de la PAS seule, justement. Mais les 3 sessions avaient un effet. Donc, encore une fois, on retrouve cette notion que quand on associe des techniques de rééducation, finalement, ça peut augmenter l'efficacité, la petite efficacité qu'avait la technique seule. Donc, voilà pour ces techniques de PAS. Du coup, on part encore plus loin maintenant, c'est qu'on fait de la PAS interhémisphérique, c'est-à-dire on va stimuler à droite, à gauche, et le muscle sain et le muscle affecté. Du coup, en fait, avec cette technique-là, la PAS interhémisphérique corticale, on va essayer de stimuler justement ces connexions transcalleuses, donc entre les 2 hémisphères, pour encore une fois agir sur cette balance interhémisphérique et moduler la connexion interhémisphérique qui est exagérée et qui est anormale à la suite d'un AVC.
Voilà, du coup, encore une fois, promouvoir les mécanismes de plasticité cérébrale et la récupération fonctionnelle de ces patients. Donc, si, encore une fois, j'ai tiré du coup les revues les plus récentes pour voir justement si ces techniques innovantes avaient un effet. Et du coup, ce qu'il a été montré concernant la RTMS, la TMS répétée, c'est qu'elle n'était pas associée à une amélioration des activités de la vie quotidienne. Donc en gros, en rassemblant différentes études qui ont testé l'effet de cette technique de rééducation chez les patients AVC, on ne retrouve pas d'effet vraiment significatif, statistiquement significatif sur la fonction motrice. Par contre, la revue conclut sur le fait que c'est quand même des outils prometteurs pour la rééducation post-AVC, mais que ce n'est pas tous les patients qui répondent et au même moment. Du coup, en gros, il faut faire plus ou moins un tri. Il faut essayer de savoir quel type de patient répond et à quel moment pour adapter du coup ces outils-là. Donc les données actuelles ne sont pas encore suffisantes pour recommander le recours systématique à la RTMS dans le traitement de l'AVC. Et ça, encore une fois, c'est dû au fait que la variabilité est très importante et qu'il existe donc des patients répondeurs et des patients non répondeurs. Donc en gros, il faut trouver ces patients répondeurs. Concernant la TDCS, donc celle qui utilise le champ électrique, du coup, celle-là, par contre, une méta-analyse en 2016, donc une revue de la littérature, a montré un effet de supériorité de cette technique par rapport à une stimulation placebo. Une stimulation placebo, c'est en gros une fausse stimulation. Donc en gros, il y a vraiment un effet de supériorité de cette technique et c'est un effet qui est dose dépendant. Donc plus on stimule, plus les performances, les effets sur la récupération seront importants. Il y a aussi une technique qui est, on va dire, plus à la mode actuellement, c'est le neurofeedback. Le neurofeedback se base sur les principes de biofeedback. Donc, c'est une technique qui va permettre d'apprendre à contrôler son activité cérébrale en se servant de justement ces retours, ces feedbacks qu'on a. Donc, ces retours sont émis en temps réel. Donc, on va se baser sur des signaux cérébraux ou signaux musculaires du coup, qui sont recueillis par différentes techniques de neuroimagerie et de MG. On va recueillir ces signaux, on va traiter les signaux et on va fournir des feedbacks visuels, auditifs, en temps réel, qui vont être interprétables. Du coup, on va pouvoir moduler son activité cérébrale en fonction des feedbacks qu'on a. Du coup, là, je vous montre juste une petite étude du coup, qui a montré qu'en fait, un entraînement basé du coup, sur de l'imagerie motrice, donc le fait de s'imaginer faire des mouvements, les effets de cette technique étaient augmentés lorsqu'elle était associée à une technique de neurofeedback, du coup médiée par spectroscopie. Du coup, ça a augmenté les bénéfices d'un entraînement basé sur de l'imagerie motrice. Elle augmente les effets sur la fonction motrice de la main et des doigts, et elle est associée à une augmentation de l'activité d'une région motrice, le cortex prémoteur. Donc, le fait d'avoir des feedbacks, donc des retours en même temps qu'on est en train d'imaginer notre mouvement, ça permet en fait d'améliorer nos performances en même temps. Du coup, en fonction des feedbacks qu'on a, on s'imagine, si vous voulez, de mieux en mieux en train on s'imagine de mieux en mieux en train de réaliser ce mouvement, et du coup, les bénéfices qu'on a par rapport à cette technique augmentent. Donc là, c'est l'une des dernières techniques innovantes qui est beaucoup étudiée en ce moment et qui est très à la mode. Et du coup, c'est surtout, encore une fois, le fait d'associer cette technique-là à d'autres techniques de rééducation qui permet d'en augmenter les bénéfices. À côté de ça, du coup, je voulais finir sur du coup, les thérapies un peu alternatives, la médecine alternative. Il y a aussi, il faut savoir que du coup, ce n'est pas juste la TMS, ce n'est pas juste les stimulations. Il y a aussi des études qui voient les effets, qui essaient d'étudier les effets de médecine alternative, tels que le yoga, la médecine chinoise, l'acupuncture, la magie même. En fait, du coup, c'est essayer d'utiliser ces techniques pour améliorer les performances de ces patients. Là, je vous montre des études juste comme ça que j'ai trouvées et qui montrent que vraiment, ces techniques peuvent avoir des bénéfices dans la rééducation motrice de ces patients. Après, je pense qu'elles ne sont pas adaptées à tout le monde. Et des méta-analyses, la méta-analyse sur le yoga ne retrouve pas d'effet bénéfique démontré, mais c'est encore tout récent. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent à faire par rapport à ces techniques.
Voilà. Du coup, en conclusion, il existe des thérapies innovantes prometteuses. Ça, il n'y a pas de souci, il y en a plein. Du coup, par contre, l'effet de supériorité d'une technique par rapport à une autre reste encore à démontrer. Pour l'instant, les outils robotiques, du coup, ont montré, les outils robotiques et les exosquelettes ont montré les effets bénéfiques sur la rééducation motrice. Et la TDCS, donc la stimulation électrique, et le traitement est considéré comme le traitement le plus prometteur pour améliorer les capacités à réaliser les activités de la vie quotidienne. Parce que les performances motrices, c'est une chose. Donc de faire mieux un mouvement ou d'augmenter ses amplitudes articulaires, c'est sympa, c'est bien. Mais par contre, en gros, ce qui est très important pour ces patients, c'est quand ils retournent chez eux, qu'ils arrivent à faire les mouvements de leur vie quotidienne. Attraper un verre, pouvoir manger tout seul. Donc en gros, cette technique-là, c'est celle qui est la plus prometteuse pour la capacité à réaliser des activités de la vie quotidienne. Donc en gros, toutes ces techniques que je vous ai présentées ce soir, elles sont beaucoup utilisées en tant que thérapie adjuvante. Donc encore une fois, le programme standardisé de rééducation, il existe. Les kinés, les ergos, voilà, ça on ne pourra pas à un moment donné les enlever. Par contre, c'est des thérapies qu'on rajoute au programme de rééducation pour améliorer la récupération. Et du coup, encore une fois, le fait d'associer différentes techniques entre elles va en augmenter les bénéfices. Donc pour l'instant, réellement, tout ce qui est RTMS, robotique et tout ça, ce n'est pas intégré en pratique clinique. Ce n'est pas tous les centres qui peuvent se permettre d'avoir des robots, ce n'est pas tous les centres de rééducation qui permettent d'avoir des TMS. Mais en gros, c'est en cours de recherche et l'état actuel des choses, c'est qu'il y a beaucoup de résultats et des fois des résultats qui sont assez contradictoires. Et pour l'instant, on reste sur des techniques qui sont quand même abordables. Dans le cas de l'imagerie motrice, c'est une technique qui est utilisée et ces techniques vont être de plus en plus intégrées dans le parcours de soins. Voilà ce que je voulais dire. Merci à tous. Non.